On s'était arrêté sur l'énoncé du principe d'inertie pour une particule libre. Donc, on avait vu l'expérience d'un disque qu'on lance sur la table à air. Et ce qu'on voyait sur la photo stroboscopique, eh bien, c'était que les positions successives du disque, alors je rappelle ce que c'est qu'une photographie stroboscopique. On fait une photographie dans l'obscurité du mouvement d'un objet qu'on va éclairer à intervalles de temps réguliers. Alors, par exemple, tous les dixièmes de seconde, on envoie un flash qui va éclairer le disque pendant très très peu de temps, c'est de l'ordre de la milliseconde. Donc, on va voir le disque tant qu'il est éclairé, et quand le flash, quand la lumière s'éteint entre deux éclairs, eh bien, on ne voit pas le disque avancer. Donc, ce qu'on va voir, c'est les positions du disque, les positions successives du disque, tous les dixièmes de seconde. Alors, à intervalles de temps égaux, on se rend compte que les déplacements sont égaux, toutes les positions sont alignées sur une droite, donc on peut dire qu'il s'agit d'un mouvement rectiligne uniforme. Donc, le mouvement du disque sur la table à air, on peut considérer que c'est un mouvement qui est un mouvement rectiligne uniforme, donc un objet qui n'est soumis à aucune action. Je vous rappelle que c'est l'action extérieure qui peut modifier la vitesse d'un objet. Et si la vitesse d'un objet n'est pas modifiée, bien, ça signifie qu'il n'y a aucune action extérieure. Bien évidemment, quand on dit aucune action, ça ne veut pas dire que le disque est isolé tout seul dans l'espace. Ça veut juste dire que les actions extérieures, soit qu'elles se compensent deux par deux, soit qu'elles sont négligeables. En l'occurrence ici, pour le disque, si on revient à la vue de profil, si on voulait voir les actions extérieures qu'il y a sur ce disque, eh bien, il y a le poids qui le tire vers le bas, l'action du coussin d'air qui le pousse vers le haut. Alors, ces deux forces se compensent. Elles sont toutes les deux verticales et de sens opposé de même module. Si elles ne se compensaient pas, eh bien, le disque soit traverserait la table, soit serait soulevé vers le haut. Or, il reste posé sur le coussin d'air. Ça veut dire que suivant la verticale, les deux forces, les deux actions se compensent. Maintenant, latéralement, il pourrait y avoir des frottements qui empêcheraient le disque d'avancer à vitesse constante. Eh bien, les frottements, on a déjà vu ça la dernière fois. Grâce au coussin d'air, eh bien, on limite fortement les frottements et on les a rendus quasiment négligeables. Donc, vous voyez que des actions extérieures, il y en a, mais il y en a deux qui se compensent, le poids et l'action de contact de la table, et une qui est négligeable, c'est le frottement. Voilà. Alors, donc, le principe d'inertie s'énonce de cette façon. Une particule qui n'est soumise à aucune action extérieure se déplace à vitesse constante suivant une ligne droite. Alors, on va définir ce que c'est qu'un repère d'inertie ou référentiel d'inertie. On appelle ça aussi un repère galiléen. Eh bien, un repère galiléen, c'est un repère dans lequel on peut observer le principe d'inertie, c'est-à-dire qu'une particule libre se déplace à vitesse constante dans un repère d'inertie. Alors, bien évidemment, la grande majorité des mouvements qu'on va étudier ne seront pas des mouvements rectilignes uniformes. Donc, il faut que cette définition du repère d'inertie puisse s'appliquer à des mouvements réels. Eh bien, la deuxième définition de ce repère d'inertie, c'est de dire qu'un repère galiléen est un repère dans lequel on peut expliquer toute accélération par une force d'origine matérielle. Alors, une force d'origine matérielle, ça veut dire que on a réussi à identifier ce qui est à l'origine de cette force, c'est-à-dire que quelque chose qui existe matériellement
exerce cette force. Alors, l'exemple que j'avais donné la dernière fois, c'était l'exemple d'un enfant qui est sur un manège. Alors, il observe les personnes qui sont à l'extérieur du manège, donc qui sont debout à l'extérieur, donc qui sont immobiles, debout. Et l'enfant, sur son manège, eh bien, quand il regarde ses parents, par exemple, eh bien, il les voit avancer vers lui, reculer, décrire des trajectoires plutôt compliquées, tout en sachant qu'il les a laissés immobiles au bord du manège. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Eh bien, ça veut dire que dans le référentiel du manège, eh bien, on ne sait pas interpréter ces changements de trajectoire des objets qu'on voit à l'extérieur du manège, qu'on est en train d'observer. Et si on ne peut pas les expliquer par des forces d'origine matérielle, eh bien, ça veut dire qu'on n'est pas dans le bon référentiel. Donc, le référentiel qui est lié au manège n'est pas un référentiel d'inertie. Par contre, une autre personne qui est à l'extérieur du manège et qui regarde les parents de l'enfant debout, immobile à côté du manège, eh bien, les voit immobiles à côté du manège. Donc, lui, il est dans le bon référentiel. Alors, pour la plupart des mouvements qu'on va étudier, eh bien, la Terre constitue un bon repère d'inertie. Par contre, pour tous les mouvements qui sont liés à la rotation de la Terre autour de son axe, eh bien, il va falloir changer de référentiel et voir les choses du point de vue d'un référentiel qui serait plutôt lié au Soleil pour prendre en compte la rotation de la Terre. Alors, c'est comme ça qu'on peut comprendre le mouvement des marées, le mouvement de l'atmosphère, pourquoi est-ce que les vents tournent dans un sens dans l'hémisphère nord et dans le sens opposé dans l'hémisphère sud. Tout ça, en étant dans un référentiel lié à la Terre, on ne peut pas le comprendre. Alors, on va définir maintenant une nouvelle grandeur dynamique qui s'appelle la quantité de mouvement. Alors, on vient de voir que pour modifier la vitesse d'une particule, il faut une cause. Alors, cette cause, c'est ce qu'on a appelé la force, sans l'avoir vraiment définie, mais tout ce qui est interaction de l'objet avec son environnement, eh bien, c'est ce qu'on va appeler la force. Ce qu'on sait de cette modification de la vitesse d'un objet, c'est que plus sa masse est grande et plus on a de mal à modifier sa vitesse. Alors, tout le monde a déjà observé qu'un camion qui est chargé aura plus de difficultés à freiner. S'il a besoin de freiner, il va freiner sur une distance plus longue que s'il est vide. Je vous avais fait remarquer qu'à l'arrière des camions, il y a deux limitations. Il y a une plaque à l'arrière des semi-remorques où il y a deux limitations de vitesse. Par exemple, je ne sais pas, 80 et 90. Donc 80, ça sera la vitesse limite quand il est chargé et 90, ça sera la limitation de vitesse quand il est à vide. Alors, qu'est-ce que c'est que la masse? Eh bien, la masse, c'est un coefficient qui est propre à l'objet. Elle caractérise l'inertie de l'objet. Alors, qu'est-ce que c'est que l'inertie? C'est l'opposition que va apporter l'objet à tout changement de sa vitesse. C'est sa résistance à tout changement provoqué de sa vitesse. Son unité, c'est le kilogramme. L'abréviation du kilogramme, c'est kg. Et on va donc maintenant définir la nouvelle grandeur dynamique qui s'appelle la quantité de mouvement. Cette grandeur établit une relation entre la masse et la vitesse et c'est une relation très simple, P égale mv. Alors, la quantité de mouvement est le produit de la masse par la vitesse, donc son unité, ça sera l'unité de la masse multipliée par l'unité de la vitesse. Donc, c'est kilogrammes mètres par seconde. Alors,
on va voir maintenant la conservation de la quantité de mouvement, qui est un principe très important en mécanique. Alors, on vient de voir, on vient de rappeler le principe d'inertie. Une particule libre se déplace à vitesse constante, c'est-à-dire qu'elle a un mouvement rectiligne uniforme. Eh bien, une autre façon d'écrire ce principe d'inertie, regardez bien l'expression de la quantité de mouvement, c'est la masse multipliée par la vitesse, le vecteur vitesse. Eh bien, la quantité de mouvement d'une particule libre reste constante puisque sa masse ne change pas et que sa vitesse ne change pas non plus. Donc, le principe d'inertie, il peut aussi s'écrire sous cette forme. La quantité de mouvement d'une particule libre reste constante. Alors, ce principe de conservation de la quantité de mouvement, il ne s'applique pas uniquement à une particule libre, il s'applique aussi à un système isolé de deux ou de plusieurs particules. Alors, qu'est-ce que c'est qu'un système isolé? C'est un petit peu l'équivalent de la particule libre à plus grande échelle, c'est-à-dire que c'est un système tel que les actions extérieures soit sont négligeables, soit se compensent deux par deux. Alors, on va voir ça, on va étudier ça sur la base d'un exemple. Alors, on va étudier un mouvement sur une table à air. Donc, encore une fois, on se débarrasse des problèmes de frottement et les objets vont se déplacer sur cette table à air sans frottement. Alors, on va prendre deux disques aimantés. Alors, aimantés, ça veut dire qu'à l'intérieur de ces disques, il y a des petits aimants qui sont disposés de manière que si vous rapprochez deux disques, ils vont avoir tendance à se repousser. C'est-à-dire que les pôles des aimants sont tous orientés de la même façon vers l'extérieur, vers la périphérie de chacun des disques. Et ce qui fait que si vous rapprochez deux disques, eh bien, il y aura par exemple deux pôles nord l'un en face de l'autre et les disques vont se repousser, ou deux pôles sud. Alors, voici la photographie stroboscopée. Je vais réduire un peu pour qu'on voit la totalité du document. Voilà. Donc, c'est une photographie stroboscopée du mouvement de deux disques de disques aimantés sur une table à air. Alors, c'est une vue de dessus, évidemment, ça se passe sur un plan horizontal et on a deux disques, alors l'un qu'on a marqué avec une petite croix et l'autre qu'on a marqué avec un petit rond. Alors, le disque, on voit le bord du disque ici, hein, sur les différentes positions de celui-ci. Alors, l'échelle, c'est 1/10. Ça veut dire que sur ma feuille de papier, c'est un format A4, hein. Sur la feuille de papier, 1 cm représente en réalité 10 cm. Alors, donc, je connais l'échelle avec laquelle est représenté le mouvement sur ce document. Je connais aussi l'intervalle de temps entre deux flashs, c'est 1/10 de seconde. Je connais les deux masses. Alors, ce qu'on constate, c'est que le disque marqué d'une croix est a une masse deux fois plus petite que le deuxième disque. D'accord? Alors ici, je vous ai mis la formule de la position du barycentre, oui, du centre de masse des deux disques. Alors, comme le disque avec un rond et on va l'appeler M2. Alors celui-là, on va l'appeler M1 et celui-là M2. M2 a une masse qui est égale à 2 fois M1. Donc le centre de masse, il sera au plus proche de celui qui a la plus grande masse. Et si vous appliquez cette formule, vous allez trouver que le centre de masse se trouve au tiers de la distance vu depuis le disque M2. Hein. Maintenant, si vous le voyez de l'autre côté, ça sera aux 2/3 de la distance. Voilà, donc
Ça, c'est pour l'image. Donc, les deux disques, on identifie le premier disque de masse M1, le deuxième disque de masse M2. Alors, ils sont attachés, c'est-à-dire que votre disque, alors je reviens ici, voici comment on voit les choses de profil. Alors, sur l'axe du disque, il y a une sorte de vis qui dépasse, d'accord? Et on va pouvoir attacher les deux disques en mettant une ficelle qui va relier les deux petites vis qui vont constituer l'axe de chacun des disques. Alors, on les attache donc ensemble, on les lance sur la table à air et au bout d'un moment, on brûle la ficelle. Alors, la traînée noire que vous voyez ici, ce n'est pas un défaut sur la photo, c'est juste la trace de l'allumette, de la flamme qui va y avoir et de la traînée qui va y avoir sur la ficelle. D'accord? Quand on brûle la ficelle, eh ben, au fur et à mesure que la ficelle brûle, eh ben, vous voyez cette petite traînée sur la photo. Alors, à partir du moment où la ficelle a disparu, eh bien, il n'y a plus rien qui retient les deux disques ensemble. Ce qui les empêchait de se repousser sous l'action des aimants, c'est qu'on les a attachés avec une ficelle, on les a maintenus ensemble. À partir du moment où on brûle la ficelle, eh bien, ils vont être soumis à des forces magnétiques, ils vont se repousser, chacun des disques va repousser l'autre, et ils vont s'éloigner l'un de l'autre. Alors, les forces magnétiques, ce sont des forces qui s'exercent à distance, mais si la distance est trop grande, plus la distance entre les deux entités est grande, et moins la force est importante. Donc, il va y avoir un moment où les forces magnétiques vont être tellement faibles qu'elles vont devenir négligeables. Et à ce moment-là, eh bien, chacun des disques va continuer dans une nouvelle direction. Alors, vous avez déjà le document, vous avez déjà le PDF, donc vous pouvez vérifier ça. Vous posez une règle sur les positions. Alors, j'ai délimité ici une zone d'interaction. Cette zone d'interaction, c'est tant que la trajectoire n'est pas une droite, d'accord? Sur la partie curviligne de chacune des deux trajectoires. Ça, c'est la zone d'interaction, puisque on a vu que si vous avez une interaction, si vous avez une force, elle modifie le mouvement de l'objet, donc elle va modifier sa trajectoire. Donc, sur la partie curviligne de chacune des deux trajectoires, eh bien, on est dans la zone d'interaction. Ça veut dire de quelle interaction il s'agit? Il s'agit de l'interaction magnétique. Hein. Ce sont les aimants qui sont en train de se repousser et qui vont faire en sorte que le mouvement de chacun des disques a changé. Donc, j'ai ici, on peut le vérifier en posant une règle ici, se rendre compte que toutes les positions sont alignées sur une droite, que toutes les positions sont équidistantes. Donc, ça veut dire que j'ai des déplacements égaux pendant des temps égaux. Ça veut dire que j'ai un mouvement rectiligne uniforme ici, ensuite un mouvement curviligne dans la zone d'interaction, et ensuite, on peut revérifier que j'ai de nouveau un mouvement rectiligne avec une autre vitesse, évidemment, mais ce sera un mouvement rectiligne uniforme puisque les positions sont équidistantes. Alors, on observe la même chose pour le deuxième disque. Alors, qu'est-ce qu'on peut dire de ces deux mouvements pris séparément? Pris séparément, eh bien, le disque 1, il a d'abord un mouvement rectiligne uniforme, il a un mouvement curviligne, et ensuite, de nouveau, un mouvement rectiligne uniforme dans une autre direction. Vous voyez bien qu'il a changé d'orientation. On va dire la même chose pour le deuxième. D'abord, un mouvement rectiligne, un mouvement curviligne et un nouveau mouvement rectiligne dans une nouvelle direction. Alors, vous voyez bien que les deux directions ne sont pas symétriques parce que les masses ne sont pas égales. Alors maintenant, ça c'est ce qui arrive à chacun des disques.
Maintenant, eh bien, nous, ce qui nous intéresse, c'est plutôt ce qui arrive au système, c'est-à-dire les deux disques pris ensemble, comme une entité. Alors, qu'est-ce qui arrive à cette entité? Ben, cette entité, on va la représenter par le centre de gravité du système. Alors, on appelle ça le centre de masse. On utilise plutôt le centre de gravité pour un solide, mais quand vous avez un système à plusieurs particules, on parle plutôt de centre de masse. C'est l'équivalent du centre de gravité. Alors, je vous ai déjà dit que le centre de masse se trouvait aux 2/3 de la distance, alors vu du côté du disque le plus léger ou au tiers vu du côté du disque le plus lourd. Alors, on peut s'amuser à rechercher les positions du centre de masse en prenant les positions 2 par 2, évidemment au même instant. Là, c'est l'instant initial. Voici mon centre de masse. Je reprends pour ces deux positions, eh bien, je reprends les 2/3 de la distance, je marque la position du centre de masse, et ainsi de suite, en prenant les positions au même instant, 2 par 2, eh bien, on peut comme ça tracer la trajectoire du centre de masse. Alors, cette trajectoire du centre de masse, on va considérer évidemment, puisque le centre de masse, c'est le point matériel qui va remplacer tout le système, eh bien, on va considérer que cette trajectoire, c'est la trajectoire du système. Alors, première observation, c'est que la trajectoire du centre de masse est une droite. Donc, déjà, le mouvement du système est un mouvement rectiligne. Alors maintenant, est-ce que c'est un mouvement rectiligne uniforme? Est-ce que je vais pouvoir dire que ce système est isolé? Eh bien, on construit les vecteurs quantité de mouvement. Alors, je vous rappelle que la quantité de mouvement, c'est le produit de la masse par la vitesse. Alors, j'ai choisi une échelle ici qui est 1 cm pour 0,1 kg mètre par seconde. Et alors, il suffit, en tenant compte de l'échelle, en tenant compte de la durée de l'intervalle de temps, ben, vous pouvez mesurer des vitesses moyennes. Donc, une vitesse moyenne ici sur cet intervalle et une vitesse moyenne sur le même intervalle, alors qui sera 2 fois plus grande parce qu'elles ont les deux disques en même vitesse, mais des masses, le M2 est 2 fois plus grand que M1. Donc, j'ai la quantité de mouvement moyenne sur cet intervalle pour le disque numéro 1, cette quantité de mouvement-là pour le disque numéro 2. Et au centre de masse, je vais représenter la quantité de mouvement totale. C'est-à-dire que je vais reproduire P1, je vais reproduire P2 et P, ça va être la quantité de mouvement totale, donc P1 plus P2. Alors, je fais la même chose sur un intervalle, sur le même intervalle. Alors, ce sera ici et là, sur ces deux intervalles-là. Je vais chercher la quantité de mouvement moyenne sur ce même intervalle de temps, à la fois pour M1 et pour M2. Donc, j'ai de nouvelles orientations. Je vais appeler ça P1' et P2'. Et au centre de masse, je fais la somme de ces deux vecteurs. Donc, je ramène P1' ici, je ramène P2' ici, je fais la somme des deux vecteurs et j'obtiens le vecteur P'. Alors, je refais la même chose après l'interaction, donc sur le même intervalle, P1 seconde, P2 seconde, je fais la somme ici, P seconde. Alors, ce qu'on constate, c'est que déjà, la quantité de mouvement est toujours portée, quel que soit l'instant où l'intervalle de temps sur lequel je l'ai calculé, cette quantité de mouvement, eh bien, elle est toujours portée par la trajectoire du centre de masse. Donc déjà, ça veut dire que le mouvement est bien un mouvement rectiligne. Alors maintenant, est-ce que c'est un mouvement rectiligne uniforme? Eh bien, on peut vérifier en mesurant ces trois vecteurs qu'on a P égale
P' égale P seconde. Voilà, donc tout ça, c'est le résumé de tout ce que je viens de vous expliquer. Alors, les mesures des vitesses montrent que eh bien, la quantité de mouvement avant l'interaction est égale à la quantité de mouvement pendant l'interaction et elle est égale aussi à la quantité de mouvement après l'interaction. Donc, on vérifie de manière expérimentale sur le document que P égale P' égale P seconde. Voilà. Conclusion, la quantité de mouvement d'un système isolé est constante. Alors, attention, la condition, c'est que le système soit isolé. De la même manière que la condition pour que la quantité de mouvement d'une particule toute seule soit constante, c'est que cette particule soit une particule libre. Alors, libre, sous-entendu, libre de toute action extérieure. Alors, la généralisation, eh bien, pour un système isolé de n particules, eh bien, on écrit que la somme de toutes les quantités de mouvement est constante, reste constante. Ce principe, cette généralisation du principe de conservation de la quantité de mouvement a permis d'identifier certaines particules élémentaires, c'est-à-dire que au cours d'une expérience, quand on se rendait compte qu'il y avait de la quantité de mouvement qui avait disparu quelque part, eh bien, on s'est rendu compte que c'est parce qu'on n'avait pas tenu compte d'une des particules qui appartenait au système et qui allait faire en sorte, une fois qu'on en tient compte, qui allait faire en sorte que la quantité de mouvement soit constante. Donc, ça a permis, c'est un principe très important en physique, ça a permis d'identifier certaines particules élémentaires. Alors, une petite remarque à propos du système de deux particules. Alors, je vais dire que la quantité de mouvement avant interaction, c'est P1 plus P2 et après interaction ou pendant l'interaction, peu importe, c'est P1' plus P2'. Eh bien, j'ai regroupé d'un côté ce qui dépend de la particule numéro 1 et de l'autre côté, ce qui dépend de la particule numéro 2. D'accord? Donc, j'ai fait passer le P1 ici devient, j'ai P1' moins P1. Le P2', je le fais passer de l'autre côté. Donc, j'ai P2 moins P2'. Alors, qu'est-ce qu'on remarque? Eh bien, que la variation de la quantité de mouvement, alors une variation, delta P1, c'est la quantité de mouvement finale moins la quantité de mouvement initiale. Alors, la quantité de mouvement finale, c'est P1' et la quantité de mouvement initiale, c'est P1. D'accord? Par contre, ici, donc j'ai delta P1. Par contre, ici, quand j'écris quantité de mouvement initiale moins quantité de mouvement final, c'est moins delta P2. Alors, cette relation entre les variations de quantité de mouvement des deux particules, eh bien, elle me montre qu'au cours d'une interaction, j'ai un échange de quantité de mouvement. D'une certaine façon, ce que l'une des deux particules va perdre en quantité de mouvement, eh bien, c'est l'autre particule qui est en interaction avec elle qui va le gagner. Ou l'inverse, si la première gagne de l'énergie potentielle, c'est que gagne de la quantité de mouvement, c'est que la deuxième en a perdu. Voilà, on va passer à la notion de force. Alors, une force, eh bien, la force appliquée, eh bien, c'est l'action, la force appliquée à une particule, c'est l'action de son environnement. Alors, quand je dis environnement, c'est tout ce qui est monde extérieur pour la particule. D'accord? Alors, qu'est-ce qu'on sait de la force? Eh bien, on sait que si une force est appliquée à une particule, sa vitesse varie, donc sa quantité de mouvement varie. Donc,
l'existence d'une force provoque une variation de la quantité de mouvement de la particule. Alors, la deuxième chose qu'on sait, c'est que pour une même variation de quantité de mouvement, eh bien, l'interaction est plus forte si le temps d'interaction est plus court. Alors, j'avais donné en cours l'exemple du freinage d'une voiture pour passer de 30 km/h à 0 km/h pour vous arrêter. Alors, vous avez deux façons de vous arrêter. Soit vous freinez tout doucement, vous appuyez légèrement sur la pédale de frein pendant longtemps, soit vous appuyez très fort sur la pédale de frein pendant très peu de temps et vous allez vous arrêter. C'est-à-dire que le résultat sera le même du point de vue de la quantité de mouvement, vous passez, et de la vitesse, vous passez de 30 km/h à 0 km/h, d'accord, en un temps qui est soit long, soit court. Là où le temps est long, eh bien, l'effort que vous devez faire, la force que vous devez exercer, donc l'interaction que vous allez avoir avec votre voiture, avec votre pédale de frein, eh bien, cette interaction, elle sera plus forte si le temps pendant lequel vous exercez cette interaction est court. Et ça sera plus faible si le temps d'interaction est plus long. Alors, tout ça nous amène à une définition de la force moyenne qui est appliquée. Alors, quand je parle, dès que j'utilise ce terme moyen, eh bien, c'est relatif à un intervalle de temps. On a déjà parlé de ça pour la vitesse moyenne, l'accélération moyenne. Eh bien, la force moyenne, elle est appliquée pendant un intervalle de temps delta t. Et, alors, on vient de voir qu'elle est proportionnelle à la variation de quantité de mouvement, puisqu'une force provoque une variation de quantité de mouvement, et inversement proportionnelle à l'intervalle de temps. Alors maintenant, à partir de cette définition de la force moyenne, je vais pouvoir écrire la définition de la force instantanée, exactement comme on l'avait fait pour la vitesse ou pour l'accélération. Ça va être la limite de la force moyenne quand je fais tendre l'intervalle de temps vers zéro. Quand le temps d'interaction devient tellement petit qu'il tend vers zéro, eh bien, ce n'est plus une force moyenne dont je parle, mais plutôt d'une force instantanée. Alors, la limite de delta P sur delta T quand delta T tend vers zéro, eh bien, vous voyez, vous reconnaissez tout de suite l'expression de la dérivée du vecteur P. Donc, la force, c'est la dérivée de la quantité de mouvement par rapport au temps. Voilà, ça, c'est la définition de la force. Alors, maintenant, on en arrive à des choses que vous connaissez déjà. La relation fondamentale de la dynamique, donc j'ai mis les initiales, hein, relation fondamentale de la dynamique, appelée aussi la deuxième loi de Newton, eh bien, elle découle directement de la définition qu'on vient d'établir. Donc, F égale dP sur dt, donc c'est la dérivée de P par rapport au temps, P étant égal à mv, d'accord, j'écris que c'est la dérivée de mv par rapport au temps. Comme la masse est une constante en mécanique classique, évidemment, donc on la sort de la dérivée, Gm, dérivée de la vitesse par rapport au temps, et vous reconnaissez ici l'expression de l'accélération de la particule. Donc F égale ma, c'est la relation fondamentale de la dynamique. Alors, attention à une chose, cette force, c'est pas ce qu'on matérialise ici, ce qu'on résume en quelque sorte par ce symbole F, ce n'est pas une force unique, c'est la résultante de toutes les forces appliquées à l'objet. C'est-à-dire que c'est la somme de toutes les actions de l'environnement sur l'objet. Alors, généralement, on n'écrit pas F égale ma si j'ai un poids, une force élastique, une force de contact. Je vais écrire à la place de F, je vais écrire le poids plus la force élastique plus la force de contact égale M1. Donc,
Ce F symbolise l'action, la somme de toutes les actions extérieures qu'il va y avoir sur la particule. Alors, on en arrive au principe d'action et de réaction, qu'on appelle aussi la troisième loi de Newton. Alors, on a vu tout à l'heure qu'au cours d'une interaction, j'ai un échange de quantité de mouvement. C'est ce qu'on a vu ici, d'accord? On avait commencé par écrire que la quantité de mouvement du système reste constante. Et après, on a vu ça, on a regardé du point de vue de chacune des deux particules qui forment le système et on s'est rendu compte que delta P1 est égal à moins delta P2. Donc, je reviens à cette relation. Alors, si je divise par delta T chacun des membres de cette équation, eh bien, je vais me retrouver avec la force moyenne exercée sur la particule numéro 1, d'accord, égale à moins la force moyenne exercée sur la particule numéro 2. Alors, je peux ensuite, en faisant tendre l'intervalle de temps vers 0, en arriver à une relation entre les forces instantanées. Donc, je vais avoir, quand je fais tendre cette expression, quand delta t tend vers 0, que je cherche la limite de cette expression, ben, j'ai la dérivée de P1 par rapport au temps. Et ici, je vais avoir la limite de cette expression quand delta t tend vers 0, c'est la dérivée de P2 par rapport au temps. Alors, ce sont des forces instantanées. Cette force, c'est la force exercée sur la particule numéro 1, d'accord, puisque c'est la quantité de mouvement de la particule numéro 1 qui a varié. Alors, j'écris que c'est la force. Alors, j'ai mis deux indices. Le premier chiffre vous donne le numéro de la particule qui exerce la force et le second vous donne le numéro de la particule qui subit la force. D'accord? Donc, vous voyez bien ici que c'est la force exercée sur la particule numéro 1 et elle est exercée par la particule numéro 2. Ici, par exemple, il s'agit des deux forces magnétiques qui s'exerçaient entre les deux disques aimantés de tout à l'heure dans la zone d'interaction. Alors, j'ai donc F de 1, donc force exercée par la particule 2 sur la particule 1, égale à moins force exercée par la particule 1 sur la particule 2. Voilà. Alors ça, c'est le principe d'action et de réaction. Il faut faire attention à une chose, c'est que dans le principe d'action et de réaction, il s'agit de deux forces de même nature. Alors, quand je dis de même nature, ça veut dire toutes les deux des forces d'attraction gravitationnelle, toutes les deux des forces électriques, toutes les deux des forces élastiques, toutes les deux des forces magnétiques, etc. C'est-à-dire que la nature de ces deux forces doit être la même. Je ne peux pas mettre dans le principe d'action et de réaction un poids qui ait une force d'attraction gravitationnelle avec une force de contact qui est une force de contact entre surfaces. D'accord? Ce ne sont pas du tout des forces de même nature. Je ne peux pas dire que je peux appliquer le principe d'action et de réaction à ces deux forces-là. Voilà, donc F1,2 et F2,1 sont deux forces de même nature. Alors, les lois de force. Alors, les lois de force, eh bien, ça va être une manière d'établir d'une certaine façon les formules qui vont vous permettre de dire, eh bien, par exemple, le poids, eh bien, sa loi de force, c'est P égale mg. D'accord? Que la force d'attraction gravitationnelle qu'il peut y avoir entre la Terre et un satellite, elle va s'écrire G M1, M2 sur R carré. Tout ça, c'est des lois de force. Alors, comment est-ce qu'on
Comment est-ce qu'on établit des lois de force? Eh bien, on fait des expériences, on fait des mesures, d'accord? Des mesures de vitesse, des mesures d'accélération, on modifie des paramètres et puis on regarde est-ce qu'il y a des choses qui vont revenir systématiquement, quels que soient les paramètres qu'on va modifier? Est-ce qu'il y a des choses qui vont se retrouver et qui vont nous permettre de dire s'il y a telle force qui s'applique, eh bien, cette force va s'écrire de cette façon et cette façon d'écrire cette force, elle va marcher quel que soit le contexte. D'accord? Alors, on va commencer par le poids d'un objet au voisinage de la Terre. Alors, qu'est-ce que c'est que le poids? C'est la force exercée, c'est une force d'attraction qu'exerce la Terre sur l'objet. Alors, pour étudier cette force, eh bien, on va rendre les autres interactions négligeables et on va faire des mesures de l'accélération en faisant varier des paramètres. Alors, on va faire varier les paramètres qu'on va faire varier. Ça va être par exemple la masse des objets, la vitesse initiale des objets, et on va regarder est-ce que ça change quelque chose, est-ce que ça a une influence sur l'accélération ou pas. Et on va appliquer la relation fondamentale de la dynamique et voir ensuite si avec les données qu'on a pu avoir avec les expériences qu'on a faites et la relation fondamentale de la dynamique, est-ce qu'on peut, étant donné qu'on s'est arrangé pour n'avoir que le poids, est-ce qu'on peut écrire une loi qui marche à tous les coups et qui va me dire l'expression du poids. Alors, l'expérience, les différentes expériences qui ont été faites, ça a été que si vous prenez des objets de masse différentes, eh bien, vous mesurez la même accélération. Donc, l'accélération due à l'attraction terrestre est la même pour deux objets de masse différentes. Alors, on a fait aussi des expériences avec les tirs de projectiles et on s'est rendu compte, en faisant des mesures, que quelle que soit la manière dont vous allez lancer votre projectile, eh bien, vous allez mesurer la même accélération. Alors, ce qu'on a constaté, c'est que cette accélération, elle est toujours verticale, elle est toujours dirigée vers le bas et elle a toujours un module proche de 10 mètres par seconde au carré. Alors, j'ai mis là des valeurs locales. Alors, évidemment, G n'a pas la même valeur partout sur la planète. Donc, à Alger, la valeur officielle, c'est 9,81 qui est adoptée un peu partout. Mais en réalité, à Alger, c'est 9,80. À l'équateur, c'est 9,78. Au pôle Nord, c'est 9,83. Vous voyez qu'il y a des petites variations. Alors, vous pouvez trouver sur Internet la valeur de G dans n'importe quel pays sur la Terre. Alors, cette accélération, c'est ce qu'on appelle l'accélération de la pesanteur. On la note G, vous l'avez déjà rencontré, cette notation. Et la loi de force, ça va être que la seule force qui s'exerce ici, on a rendu les autres interactions négligeables. Donc, j'écris que cette force que j'ai appelée le poids, donc P égale AMA, et cette accélération, elle a toutes ces caractéristiques-là, je l'ai appelée G, et bien ça veut dire que la loi de force pour le poids, c'est P égale mg. Alors, c'est une force verticale exercée sur l'objet par la Terre, donc vers le bas. C'est une force d'attraction qu'exerce la Terre sur l'objet, et son module, c'est mg. Alors, cette loi de force, quel est l'intérêt d'avoir une loi de force? Eh bien, l'intérêt, c'est que à partir du moment où vous savez que c'est le poids qui s'applique sur cet objet, vous allez pouvoir prévoir toutes les possibilités de mouvement de cet objet. Alors, par exemple, il suffit de savoir que cet objet se trouve à la surface de la Terre et vous allez pouvoir deviner quel va être son mouvement. Alors, on va regarder l'exemple
qu'on a vu en cours la dernière fois. Donc, j'ai un projectile lancé avec une vitesse initiale V0 qui fait un angle alpha 0 avec l'horizontale. Donc, la vitesse initiale V0 fait un angle initial alpha 0 avec l'horizontale. Alors, première chose, eh bien, je connais à partir du moment où on vous dit que ça se passe sur la Terre, que ce projectile est lancé depuis la Terre, eh bien, vous savez déjà que vous allez pouvoir appliquer la loi de force P égale mg, c'est-à-dire que la relation fondamentale de la dynamique, F égale ma, vous donne F égale mg. Ça veut dire que votre accélération, c'est forcément l'accélération de la pesanteur. Alors, on écrit les composantes cartésiennes de cette accélération. Alors, c'est une accélération qui est orientée vers le bas. Dans un système de coordonnées cartésiennes, j'ai mon vecteur I qui est horizontal et vers la droite et le vecteur J qui est vertical et vers le haut. Donc, j'ai A pour composante, AX égale 0, AY égale moins G. Le signe moins, je vous rappelle que ça indique que le vecteur G est orienté vers le bas, alors que mon vecteur unitaire J, il est vers le haut. Donc, le signe moins vient de là. Ça veut dire que AY est dans le sens négatif. Alors, la vitesse, eh bien, sachant que l'accélération, c'est la dérivée de la vitesse, donc AX, c'est la dérivée de VX, AY, c'est la dérivée de VY, eh bien, on intègre. Alors, l'intégrale de 0, ça va me donner une constante. Alors, quelle est cette constante? Eh bien, il suffit que je connaisse la composante horizontale de la vitesse à une position particulière. Eh bien, la seule position où je connais cette vitesse, c'est à l'origine du mouvement. D'accord? Donc, à t égale 0, je sais que Vx, c'est V0x, c'est-à-dire V0 cosinus alpha 0. Alors, maintenant, pour la composante Vy, qui est l'intégrale de AY dt, donc j'intègre moins g, je vais avoir moins gt plus une constante d'intégration. Alors, cette constante d'intégration, je vais la voir avec ma vitesse initiale. J'écris que à t égale 0, eh bien, la vitesse, la composante verticale, eh bien, je fais la projection ici sur l'axe Y. Donc, ça veut dire que V0Y, c'est V0 sinus alpha 0. Donc, j'ai l'expression de ma constante d'intégration. Donc, VY, c'est moins GT plus V0 sinus alpha 0. Alors, la position maintenant, eh bien, sachant que la vitesse, c'est la dérivée du vecteur position. Donc, ça veut dire que Vx, c'est la dérivée de x. Vy, c'est la dérivée de y. Donc, il suffit pour avoir x d'intégrer Vx et pour avoir y d'intégrer Vy. Voilà. Donc, x, j'intègre, tout ça, c'est une constante. Donc, V0 cosinus alpha 0 t. Alors, j'ai mis le t ici pour pas qu'on fasse de confusion et qu'on croit qu'il est à l'intérieur du cosinus. Hein. Donc, V0t cosinus alpha 0. Y, eh bien, j'intègre ici, je vais avoir moins 1 demi de gt carré plus V0 sinus alpha 0 multiplié par t. Alors, je n'ai pas parlé des constantes d'intégration ici. Alors, pour x, c'est V0t cosinus alpha 0 plus x0. Or, ma position initiale, c'est x0 égale 0, y0 égale 0. D'accord? Donc, j'ai mon x0 ici, ma constante d'intégration qui est nulle, et ma constante d'intégration pour y qui est nulle aussi, puisque y0 est égal à 0. Alors, voilà, donc à partir, rien qu'en sachant que j'ai une vitesse initiale V0 et que je suis sur la Terre, donc que l'objet va être soumis à son poids,
eh ben, j'ai pu deviner quelle allait être son accélération, sa vitesse et sa position à n'importe quel instant au cours de son mouvement. Alors, on peut aussi écrire l'équation de la trajectoire. Alors, pour écrire l'équation de la trajectoire, on élimine le temps entre les deux équations. Alors, le plus simple, c'est d'extraire le temps dans l'équation la plus simple. Donc, on va plutôt l'extraire dans l'équation du premier degré. Donc, ici, on va dire que t, c'est x sur v0 cosinus alpha 0. Et on remplace dans cette expression, on va remplacer le temps par ce qu'on vient de trouver. D'accord? Alors, voilà, j'ai remplacé. On regroupe les termes, on développe le carré et on a moins 1 demi de x carré sur v0 carré cosinus carré alpha 0. Et ici, on va avoir, alors le v0 s'en va, le sinus alpha 0 sur cosinus alpha 0 me donne tangente alpha 0, donc j'ai tangente alpha 0 multiplié par x. Voilà donc l'équation de la trajectoire. Alors, les positions particulières, voici la trajectoire, donc ça va être une parabole. Les positions particulières, eh bien, on va s'intéresser à la portée, c'est-à-dire quelle va être la valeur maximale de x, où est-ce que l'objet va retomber. D'accord? Eh bien, on regarde pour quelle valeur de x est-ce que je vais avoir y égale 0, à quel endroit ça retombe. Donc, y égale 0, alors je reprends mon équation ici. Je peux mettre x en facteur et j'ai y égale 0 quand x égale 0 et quand, alors l'autre terme est égal à 0, c'est-à-dire moins 1 demi de gx sur v0 carré cosinus carré alpha 0, alors je suis là, hein, plus tangente alpha 0 égale 0. D'accord? Donc j'ai 1 demi de gx sur v0 carré cosinus carré alpha 0 égale tangente alpha 0. Et donc cette valeur de x que j'appelle xm, x max, eh bien, je fais passer le g à droite, passe au dénominateur. Je fais passer le 2 fois V0 carré cosinus alpha 0 à droite, il passe au numérateur. Et donc, je vais avoir 2 fois V0 x max égale à 2 fois V0 carré cosinus carré alpha 0 sur G tangente alpha 0. Et sachant que tangente alpha 0, c'est sinus alpha 0 sur cosinus alpha 0, je vais avoir une simplification qui va se faire avec ce cosinus alpha 0. Et j'aurai x max, c'est bon, égal à 2 fois V0 carré cosinus alpha 0 sinus alpha 0 sur G, que je peux encore simplifier en écrivant que 2 fois le produit du cosinus par le sinus, c'est le sinus de 2 fois alpha 0. Donc voici x max. Donc l'endroit, la position, la coordonnée, l'abscisse du point où va retomber le projectile. Alors, on peut aussi chercher quelle est son altitude maximale, c'est-à-dire le y max. Alors, j'ai ici ma trajectoire, donc y en fonction de x. Cette fonction y de x, eh bien, aura un maximum quand la dérivée de y par rapport à x est égale à 0. Donc, je cherche la dérivée. Alors, c'est la dérivée par rapport à x, donc je regarde cette expression-là et je la dérive par rapport à x. Donc, je vais avoir le x2, sa dérivée, ça sera 2x, donc le 2 va disparaître ici. Et ici, tangente alpha 0, qui est une constante multipliée par x, sa dérivée, c'est tangente alpha 0. Donc, voici
voici ma dérivée, et j'écris qu'elle est égale à 0. D'accord? Et on se rend compte en écrivant, en extrayant x, eh bien, on se rend compte qu'on est à x max sur 2, d'accord? Ce qui est parfaitement logique. Alors, j'ai juste oublié de calculer le y max. Alors, je le rajouterai. Donc, y max en mettant x max sur 2. Alors, il suffit de remplacer ici y max. Donc, ça sera moins 1 demi de g. À la place de x, je mets, alors, je mets x max sur 2, c'est-à-dire V0 carré sinus 2 alpha sur G, que je vais élever au carré. Et pareil ici, pour x, eh bien, je mettrai x max, sur 2, c'est-à-dire cette expression-là sur 2. Voilà. Alors, je rajouterai ça dans le PDF. J'ai oublié de mettre l'expression de y max qui va évidemment se simplifier. Voilà.